Lui, c'est Antoine BM, un des premiers mecs qui vendait des produits en ligne il y a 15 ans, quand pratiquement personne faisait ça. Entre-temps, il y a eu l'âge d'or de l'infoprenariat, et puis, maintenant, la grande récession. Oups, tous les commerces en ligne ferment un à un, comme dans le retail. Les formations ont mauvaise réputation, et le savoir est devenu une commodité. Alors, où va-t-on? Est-ce que c'est la fin de la formation en ligne? Le sacre du high ticket mais high maintenance? Ou bien la transformation lente des infopreneurs en entrepreneurs tout court? Bienvenue dans Marketing Square. Alors moi, ma stratégie, c'est d'envoyer des emails inutiles. J'ai des vidéos que j'ai postées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans, même 7 ans, qui continuent à faire des vues aujourd'hui, qui continuent à remplir ma liste email, parfois qui continuent à vendre. Alors le bon équilibre, j'ai jamais trouvé moi. Moi, la création de contenu, c'est à la fois mon plus grand plaisir et ma plus grande torture. Bonjour à tous, bienvenue dans Marketing Square. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Antoine BM, le pionnier de l'infoprenariat. Ça fait un paquet de temps maintenant qu'il fait des formations. Il a testé plein de business models. Il a testé aussi plein de formats différents, dont le modèle du licensing qui m'a toujours passionné. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec lui du futur de l'infoprenariat. Est-ce qu'on va pouvoir encore vendre des formations ou pas? Telle est la question qu'on résout aujourd'hui. Salut Antoine, bienvenue dans l'épisode. Salut Caroline. Il y avait quoi un petit peu à la jeunesse de tes premiers produits? Alors, c'est une longue histoire parce que moi j'ai commencé il y a 15 ans et mon premier produit c'était sur la création de blogs, donc je sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais à l'époque ça marchait bien. Disons que c'était la tendance business qui marchait bien à ce moment-là, et on sait bien que dans la thématique business, tout ce qui est opportunité business du moment, c'est souvent ce qui vend le mieux. Donc j'ai Ouais. commencé comme ça, et puis j'en ai lancé plus de 250, je dirais, des formations, plutôt des petits produits. Donc moi je dis même des cours pour pas intimider mes élèves. Je leur dis, vous n'avez pas à vous Mhm. installer pendant 3 semaines ou 3 mois pour faire une formation, c'est vraiment un cours sur un sujet qui vous intéresse, vous passez une semaine à bosser dessus, vous le shippez, vous le lancez, vous faites rentrer le cash que vous avez besoin de faire rentrer, et puis vous pouvez direct bosser sur le suivant, quoi. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, ça fait 10 ans que j'en vis, enfin un peu plus, et je suis passé il y a peu de temps au high ticket avec une offre d'accompagnement autour de YouTube. J'ai vu ça. Et du coup, en termes de funnel, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as vu l'évolution des tunnels de vente? Et est-ce qu'il y a encore un tunnel de vente actuellement? J'aimerais bien que tu nous fasses une chronologie de ce que tu as pu Ouais. observer. Alors, moi, j'ai jamais été trop fan des tunnels de vente et j'ai toujours fonctionné plus ou moins sans tunnel de vente. J'appelais ça un peu le tunnel de vente infini, puisque moi, j'ai toujours fait tourner mon business autour du contenu, de la création de contenu. Mhm. Donc, à la base, c'était avec des articles de blog, avec des vidéos YouTube, avec des podcasts comme toi. J'ai fait aussi avec des emails quotidiens notamment, qui marchaient bien. Et en fait, quand tu as des emails quotidiens, si tu veux, t'as pas vraiment besoin de tunnel de vente parce que les gens rejoignent les emails quotidiens, ils reçoivent tes emails. Le jour où tu lances une formation, ils reçoivent 7 emails de lancement, ils achètent ou pas, et puis tu continues. J'ai jamais été fan des tunnels de vente pour une raison simple, c'est que j'aime pas shipper du travail que j'ai fait il y a plusieurs mois ou plusieurs années. J'évolue assez vite, je change d'avis assez vite, j'ai pas forcément envie de garder quelque chose très longtemps. Et donc à chaque fois que je mettais en place un tunnel de vente, finalement au bout de quelques semaines, j'étais plus content des emails qui partaient, et donc je revenais toujours sur de la vente en direct, on va dire, quasiment. Les gens rejoignent, ils savent pas encore grand chose sur toi, puis tu les éduques petit à petit, t'envoies des emails, tu postes des vidéos, et c'est comme ça que j'ai vendu. Pour moi, là où tu es un ovni, c'est que pour ceux qui te connaissent pas et qui connaissent pas ton modèle, en fait, tu as fait une newsletter, mais c'est pas du tout un Substack qui est indexé, qu'on peut retrouver. C'est en fait, chaque jour, tu faisais un nouvel email Ouais, qui c'est ça, ouais. disparaissait pour tous ceux qui n'étaient pas abonnés. Ouais, exactement, ouais. Comment est-ce que tu avais réussi à processiser ça? Parce que c'est un travail colossal. Il y en a plein aussi qui ont la phobie de l'écriture chez les infopreneurs, Ouais. qui sont justement plus à l'aise à l'oral. Comment est-ce que tu as réussi à productiser ça, à avancer plus vite sur cette partie-là? Ouais, moi j'ai toujours fonctionné avec des routines, souvent des routines quotidiennes ou des routines hebdomadaires. Et en fait, toutes les périodes où j'ai fait du quotidien, que ce soit de l'email quotidien, du podcast quotidien ou de la vidéo quotidienne, donc chaque jour je commençais par mon email, ça me prenait 1 heure ou 2, et puis ensuite je faisais le reste des tâches pour ma journée. Et comme justement j'ai renoncé à tout ce qui est système marketing complexe, j'ai renoncé au multicanal, j'ai renoncé à la publicité aussi pendant très longtemps, bah j'avais peu de choses à faire dans mes journées. J'avais en fait principalement mon contenu du jour, et puis s'il fallait faire un peu d'acquisition à côté, voilà, je prenais une journée par semaine pour faire 1 ou 2 vidéos, et puis c'était réglé. C'est quoi le script que tu suis quand tu écris un email? Est-ce que c'est toujours un peu le même modèle? À l'époque, il n'y avait pas l'IA. Les gros boomers, mais il y avait pas, ça n'existait pas. En fait, j'imagine que tu as créé une trame et que
ça devient automatique, mais il y avait un peu une Ouais. trame dans tes emails, non, pour aller plus vite? Pas vraiment, au C'est risque de vrai? décevoir les gens qui veulent vraiment des systèmes précis. Pas Ouais. vraiment. En fait, moi, je suis toujours parti des idées. Moi, mon moteur, mon essence, c'est les idées. Donc, je me balade dans la rue, j'ai des idées qui me viennent. Je suis sous ma douche, j'ai des idées qui me viennent. 90% du temps, c'est des idées de merde, hein. C'est vraiment acheté à la poubelle. Mais 10% du temps, il y a un truc à faire. Et en fait, j'ai toujours eu un système pour noter mes idées immédiatement. Donc, ça a pu être un carnet papier, ça a pu être sur mon téléphone. Aujourd'hui, c'est dans une inbox Trello. Enfin, maintenant, c'est même encore plus simple. J'envoie directement à mon agent IA sur Telegram et il la classe au bon endroit. Et en fait, ces idées, ça a toujours été le point de départ pour mes emails. Et la manière dont j'ai construit mes mails, ça a toujours été comme ça. C'était tu commences de l'idée que tu as eue et tu essaies de voir si tu peux faire le pont avec ton offre ou ton message du moment. Si j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Ça faisait juste un email gratuit. Et puis si j'y arrivais, parfois ça faisait un bon email de vente. Est-ce que tu as observé que les emails de vente, ça fonctionne encore ou est-ce que tu te dis que c'est devenu de plus en plus compliqué, il faut les coupler à autre chose? C'est quoi ton constat là-dessus? Alors pour l'email, c'est plus difficile. J'ai remarqué, et beaucoup de mes collègues infopreneurs l'ont remarqué. Je pense qu'il y a une saturation dans les boîtes mail. Je pense aussi que la valeur de l'écrit, la valeur perçue de l'écrit a beaucoup baissé avec le développement de l'IA. Qu'on reçoit tellement d'emails générés par IA qu'en fait on n'y accorde plus vraiment d'importance. On se dit ok, bon c'est juste une séquence de lancement qui a été générée en 2 clics, qui fait que ça noie un petit peu les bons emails. Maintenant, il y a toujours quelque chose qui peut jouer. Certains créateurs arrivent à créer une relation forte avec certains membres de leur audience qui vont ouvrir tous leurs emails. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec les créateurs que j'aime bien. Je reçois, je sais pas, peut-être une cinquantaine de newsletters par jour. J'en lis 2, quoi. Et c'est toujours, et ça évolue de temps en temps, je change, mais j'en lis toujours 2 comme ça sur quelques mois de créateurs que j'aime bien. Et ces créateurs arrivent à créer avec un style ou avec le choix des sujets ou avec la qualité de leurs idées, arrivent à me tenir accroché. Mais c'est vrai que la séquence email de lancement, basique, bateau, qui reprend les mêmes trames, le même copywriting qu'on a déjà vu 1000 fois, à l'ère de l'IA, je pense qu'il faut la faire évoluer. Et justement, alors tu parles de rétention, de taux d'ouverture, avoir du coup des emails qui sont lus, qui sont cliqués, mais il y a aussi en fait remplir sa base email. Le nerf de la guerre pour tout infopreneur qui se respecte, c'est remplir en fait son tunnel, même si on n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas c'est ton bassin de prospects. Comment est-ce que tu fais pour remplir une base email aujourd'hui? C'est quoi tes meilleures techniques? Parce qu'il y a une saturation aussi là-dessus. Les gens, ils en ont ras-le-bol de laisser leurs emails et il y a beaucoup d'infobésité. Alors, il y a des techniques qui marchent bien. Par exemple, le quiz, ça marche très bien. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est très facile de les faire. Donc, par exemple, j'ai une offre autour de YouTube. J'ai un quiz, quel créateur YouTube êtes-vous, qui va classer les gens dans différentes catégories en fonction de leur réponse aux questions. Et ça, avec Claude Code, ça a pu être fait en une après-midi, alors que, voilà, avant, il m'aurait fallu probablement plusieurs jours pour mettre ça en place. Ça convertit très bien. Il y a quand même une chose que j'ai ajoutée, c'est que je demande l'accord des gens à la fin. Donc en fait, les gens remplissent le quiz, ça leur prend 5 minutes, ils entrent leur email, et après avoir entré leur email, je leur dis: est-ce que vous voulez recevoir d'autres emails de ma part sur le sujet? Oui ou non? 50% des gens répondent non. Et en fait, j'accepte, si tu veux, d'avoir 50% de nouveaux inscrits en moins, parce que j'ai remarqué un truc avec l'email, c'est que l'email est en train de fonctionner de plus en plus comme les réseaux sociaux sur un algorithme. Et personne n'a vraiment envie sur les réseaux sociaux d'avoir une chaîne fantôme avec beaucoup d'abonnés et très peu de vues, parce que ça envoie un mauvais signal. Et en fait, c'est un peu pareil avec la liste email. Par exemple, Gmail a introduit une vraie fonction algorithmique récemment dans le tri de ses emails. Et donc, de plus en plus, les utilisateurs américains et les utilisateurs français vont voir, quand ils vont ouvrir leur boîte mail, uniquement les emails qu'ils lisent le plus en haut. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est pas forcément une bonne idée d'envoyer des mails à des gens qui savent même pas exactement pourquoi ils les reçoivent. Donc, travailler davantage la qualité, quitte à perdre un petit peu en quantité. C'est ça mon conseil. Clairement, et d'ailleurs pour ceux qui sont des infopreneurs slash créateurs, parce qu'il y a de plus en plus aussi ce nouveau modèle chez les infopreneurs, j'ai vraiment observé que les annonceurs commencent à être de plus en plus éduqués sur le sujet. Et là où avant tu pouvais dire ah bah en fait j'ai une base email avec 10 000 personnes, mais j'ai que 10% de taux d'ouverture et en fait tout le monde s'en foutait. Parfois avec une base email qui est plus qualifiée où il y a moins de gens, bah en fait t'es plus lu que si t'as du volume. Donc c'est quand même un truc aussi de se dire qu'on travaille avec des gens, des sponsors, des annonceurs, des marques qui aujourd'hui en fait vont valoriser le plus l'engagement versus le volume. Et là je le vois même sur Vivatech cette année, parce que chaque année je participe à Vivatech avec les mêmes marques et on m'a toujours demandé des vues. Et cette année
on m'a demandé de l'engagement. Donc, je pense que effectivement, sur les emails, c'est exactement ce que tu as dit. Il va falloir peut-être aussi, du coup, resserrer le sujet, la problématique, parce que c'est quoi vraiment le secret pour avoir des gens qui continuent à lire tes emails? Il faut aller très spécifiquement sur un sujet, il faut pas trop s'écarter, parce que c'est comme ça aussi qu'on descend dans l'algo. Il suffit d'une mauvaise newsletter où on se dit « Ah, je m'en fous qu'Antoine y soit au Portugal ». C'est comme les podcasts, hein. Il suffit d'un, et au final, potentiellement, la personne se désabonne et tu l'as perdu. Alors moi, ma stratégie, c'est d'envoyer des emails inutiles qui me prêtent beaucoup de temps à créer, que j'ai créé à la main et qui ne vendent pas du tout. Et en fait, ça marche parce que ça permet de créer une habitude d'ouverture chez les gens qui vont ouvrir mes emails de lancement. Donc en fait, ma stratégie, c'est tous les jeudis, j'écris une newsletter qui s'appelle Les Pépites, que j'ai créé à la main, ça me prend 2 heures à chaque fois, où je partage des trucs que je kiffe. Ça peut être des créateurs, des articles que j'ai lus cette semaine, le dernier micro que j'ai acheté, n'importe quoi. Et c'est vraiment une newsletter passion. Et les gens me répondent des trucs de fou. Alors je précise que avant ça, la raison pour laquelle j'ai lancé ça, c'est que avant ma newsletter était en déclin total, je recevais plus aucune réponse, il y avait plus aucun engagement, parce qu'en fait je l'utilisais plus que pour faire des lancements de produits, et les gens l'avaient compris. Et donc j'en ai eu marre, et j'ai fait cette newsletter Kali, et en retour en fait j'ai des gens qui me disent qu'ils sont littéralement addicts, que c'est le seul email qu'ils ouvrent le dimanche, enfin, vraiment des trucs très quali quoi. Et j'ai des très bons taux d'ouverture et des gros taux de clics aussi. Et même si c'est une newsletter qui vend peu, parce que c'est une newsletter kiff, passion, qui est pas vraiment tournée autour du copywriting et de la persuasion, bah en fait ça habitue les gens quand ils voient mon nom dans leur boîte mail à cliquer. Et derrière, quand j'ai un produit à vendre, je fais une petite séquence et je vois en fait de bien meilleurs taux d'ouverture depuis que je fais ça. Ça m'étonne pas, et c'est drôle que tu parles de ça parce que on s'est rencontrés un espèce de mastermind créé par Kylian. Je vous mettrai les refs de la maison des créateurs en description. Et en fait, c'est marrant parce que la façon qu'il a eu de présenter les gens était non pas transactionnelle comme beaucoup de mastermind ou beaucoup de réunions de créateurs où on dit bah qu'est-ce que tu peux apporter aux autres et qu'est-ce que tu as envie de trouver ici, mais plutôt en fait c'est quoi tes pépites du moment, c'est quoi tes trouvailles, et je trouve ça génial que tu aies mis ça dans ta création de contenu, justement sur la partie création de contenu / personal brand. Tu as aussi beaucoup changé, tu as aussi beaucoup évolué, même ta stratégie Instagram, elle a vraiment changé. Comment est-ce que tu définirais l'évolution sur les dernières années de ta personal brand pour arriver à un truc qui est pour toi absolument parfait, c'est-à-dire le bon équilibre entre ça fait des ventes et en même temps, tu n'as pas un profil d'infoseller poussif et lourdingue? Alors le bon équilibre, j'ai jamais trouvé moi. Moi, la création de contenu, c'est à la fois mon plus grand plaisir et ma plus grande torture. C'est que j'ai une passion pour ça. Je pense que si je gagnais pas un rond avec ça, je le ferais quand même. Et c'est mon grand problème parce que du coup, j'arrive pas à l'optimiser. J'ai un mal fou moi à faire rédiger mes contenus par l'IA par exemple, parce que c'est un vrai conflit mental en fait. C'est qu'est-ce qui me reste en fait si je délègue ça. Et tu vois, avec la création de contenu, moi j'ai toujours fait les contenus qui m'excitaient en ce moment. C'est pour ça que j'ai fait un peu tous les formats. J'ai fait du podcast, j'ai fait du live quotidien, du YouTube, du TikTok, j'ai tout fait. Et aujourd'hui, je suis revenu un peu à mon premier amour, c'est-à-dire que je fais du YouTube, une vidéo longue par semaine. C'est ça que j'enseigne aussi à mon audience. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que sur les plateformes de contenu court, aujourd'hui, tout le monde est influenceur. Parce que avant, il y avait donc les gens qui étaient juste créateurs, qui aimaient ça. Il y avait les vendeurs de formation qui étaient nombreux aussi. Il y avait quelques personnalités publiques. Et puis ensuite, il y a tous les freelances qui se sont mis à le faire parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était comme ça qu'on trouvait des clients. Et puis, il y a plein de gens, il y a plein d'étudiants qui se sont mis à le faire en disant peut-être ça va percer et je pourrai en vivre. Et puis, il y a un peu monsieur et madame tout le monde qui s'est dit avec un peu de chance, il y a des marques qui vont m'envoyer des produits. Et en fait, maintenant, si tu vas sur Instagram, t'as l'impression que tous tes potes sont devenus influenceurs et ton fil est complètement saturé. Et c'est très difficile, en fait, d'exister au milieu de ce brouhaha, d'autant plus que l'attention des gens sur ces plateformes, elle est complètement fragmentée. Et donc, moi, j'ai eu un peu une sorte de rejet de tout ça, notamment parce que je suis très addict aussi à ces plateformes-là, donc j'ai mis des bloqueurs partout. Et quand c'est bloqué sur ton téléphone, sur ton Mac, que tu peux plus y accéder, il y a un moment où tu peux plus poster non plus, tu vois, tu peux pas poster une story, quoi. Et donc, je me suis remis à YouTube en me disant, j'ai envie de travailler sérieusement sur mes contenus, de me poser une fois par semaine, de passer la journée sur une vidéo et d'essayer de faire du mieux que je peux. Et en fait, si je fais ça, au final, ça me prend une journée par semaine, c'est pas tant que ça, c'est mon métier, donc c'est ok d'y passer une journée. Et à la fin de l'année, j'ai quand même posté 52 vidéos. Et quand je regarde en fait mon historique YouTube, je me rends compte que j'ai des vidéos que j'ai postées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans, même 7 ans, qui continuent à faire des vues aujourd'hui, qui continuent à remplir ma liste email, parfois qui continuent à vendre, ce que je vois pas sur les autres plateformes. Et ça me plaît, parce que quand je poste sur YouTube, j'ai l'impression de construire quelque chose. J'ai de même donné un nom à ce phénomène, j'appelle ça l'effet dividende. C'est comme ça que j'ai appelé mon programme aussi, parce que j'ai l'impression que tu investis quand tu crées une vidéo. De temps en temps, la plupart du temps, ça rapporte rien. Enfin, ça évidemment,
maintiens le lien avec ton audience, mais ça va pas plus loin. Et puis de temps en temps, ça grossit, et tu construis quelque chose qui prend de la valeur comme ça avec le temps. Clairement, ouais, YouTube, c'est un des formats les plus evergreen. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il se découpe facilement sur toutes les autres plateformes. Je trouve ça hyper intéressant que tu prennes le contre-pied de ça et que tu ne l'utilises pas parce que pour le coup, je trouve que c'est de la bombe, même les shorts. Toi qui es spécialiste de YouTube, les shorts, moi, ça me dynamite ma chaîne. Quand j'arrête de faire des shorts, j'ai plus de dividendes. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est mon aspirateur à croissance. Là où mes vidéos vont plus travailler la rétention et l'acquisition d'abonnés, je vois en fait que le haut du tunnel pour moi, c'est vraiment les shorts qui dynamitent ma chaîne. Ce qui veut dire que typiquement, quand j'ai 5 clips à extraire de mon épisode de podcast, je vais pouvoir les linker ensemble sur Instagram. Et là, en fait, j'ai plus de chances d'avoir des gens qui viennent au final m'écouter ailleurs. Là où Instagram était très mauvais, c'est qu'en fait, comme c'était du one-shot sur 30 secondes, il y avait l'effet TikTok où au final, les gens, ils tombent sur ton message, mais c'est pas suffisamment convaincant. Comme toi qui as été dans le podcast, d'ailleurs, t'es un des premiers podcasts que j'ai écouté, Antoine. Il faut quand même que je rende à César. T'as fait un podcast avec genre 10 épisodes. Il y avait un espèce de sac à dos dessus. Et franchement, c'était absolument génial parce que tu partageais tes pensées, tes outils, tes trucs. Et en fait, tu dois le savoir, sur le podcast, il y a vraiment ce truc de si tu sors juste un podcast et que c'est le premier, les gens, ils vont jamais s'abonner. Mais dès que tu commences à avoir du catalogue, du back catalogue, en fait, au bout de 3 reels, les gens, ils se disent, vas-y, en fait, je vais regarder l'épisode complet. Et là, j'ai vu une vraie augmentation de la rétention depuis qu'Instagram, il les lie entre eux. T'imagines que YouTube, ils en sont encore à partager leurs revenus publicitaires avec les créateurs. Ouais, et Instagram, ils ont compris ceux qui avaient besoin qu'on clique sur leur lien et ils font payer 200 balles par mois, ils sont très forts. Ouais. Mais oui, si c'est possible, moi je vais le faire parce que le truc de mettre un mot dans le commentaire, là, ça me gave ça, c'est infernal ces machins-là. Ça te gave, mais en fait, aujourd'hui, vraiment, en termes de distribution pour YouTube, c'est juste de l'or. Mais je suis d'accord que YouTube, c'est d'ailleurs les seuls à envoyer aussi un trophée aux créateurs, alors que Instagram te fait payer le badge bleu, quoi. Ouais, c'est ça. On est YouTube, on est leur producteur, Instagram, on est leur client, quoi. Tu nous as parlé de high ticket tout à l'heure, c'est-à-dire d'offres un peu plus premium pour ceux qui sont pas familiers du terme. J'ai aussi l'impression que sur ta stratégie de contenu, tu viens de nous partager, t'as resserré, ton positionnement, t'as resserré en fait. L'analogie que j'utiliserais, c'est le restaurant japonais où il y a un petit tapis roulant avec les plats qui passent et en fait, tu te sers quand t'as envie. Moi, j'ai jamais trop vu mes formations comme un catalogue où les gens choisissent parce qu'en fait, les gens choisissent pas. C'est moi qui leur propose et ils prennent ce qu'il y a en ce moment. J'ai toujours fonctionné avec des systèmes d'ouverture, de fermeture, des systèmes de promo, avec de l'urgence. Ce qui fait qu'en fait, les gens achètent mes formations au moment où elles sortent ou au moment où il y a des offres dessus. Mais les gens achètent très peu en dehors de ces phases-là, si tu veux. Donc c'est plus comme ça que ça fonctionnait. Et en fait, je suis passé au high ticket parce que j'avais envie d'expérimenter. Alors, ça faisait des années qu'on m'en parlait, et puis j'avais des collègues qui avaient de bons résultats avec. Moi, ça m'a toujours fait très peur parce que j'aime pas les longs projets. Moi, je suis TDAH, j'ai besoin de passer vite d'un projet à l'autre. Je m'ennuie vite, je suis inconstant. Et du coup, l'idée de me lancer dans un truc qui va probablement durer 6 mois, 1 an, où il y a des gens qui vont s'engager dedans, qui vont payer cher, que tu vas devoir faire des calls toutes les semaines, ça me faisait très peur. Maintenant, je voulais pas mourir idiot. Et puis, les formations, je peux dire que j'avais quand même vraiment fait le tour du sujet. Je connaissais par cœur. Il y avait la fatigue aussi de devoir constamment trouver de la nouveauté. J'avais envie d'avoir quelque chose un peu plus routinier. Et donc, j'ai lancé une offre autour de YouTube. Je dirais pas que c'était plus facile, le high ticket. Ça a pas été, pour moi, eye-opening où je me suis dit, waouh, mais c'est génial, en fait. C'est ça que j'aurais dû faire depuis toujours. J'ai fait 100 000 euros en 4 mois, ce qui est pas mal. Mais c'est beaucoup de travail, tu vois. Au début, c'est moi qui ai fait tout le closing moi-même. Puis j'ai dû recruter une closeuse parce que sinon, j'allais faire une dépression nerveuse. Tous les calls constamment. Tu t'inquiètes pour les élèves. Tu veux qu'ils réussissent. Tu commences à faire un peu de suivi individuel parce que tu peux pas t'en empêcher. Il faut améliorer constamment le système, faut le mettre à jour constamment. Donc c'est quand même beaucoup de travail de maintenance. Et si tu compares ça avec le fait de lancer un petit produit, de faire entrer 25-30 000 euros en une semaine et ensuite de pouvoir complètement passer à autre chose parce que quand les gens payent 100 ou 200 euros pour un produit, ils attendent pas de suivi. Je trouve que ça se discute vraiment. Je pense que le plus important, c'est de choisir un truc qui colle avec notre façon de travailler. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans le fait de construire un système qui va améliorer petit à petit, dans lequel il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés. Et il y a des gens qui, au contraire, aiment bien créer du nouveau, le lancer, passer à autre chose, etc. Et pour ça, les petits produits sont vraiment intéressants. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai arrêté les petits produits, parce que j'en ai relancé un il y a quelques semaines. Ça m'a fait du bien quelque part de pouvoir un peu suivre mon impulsion, lancer un truc que j'avais envie de lancer. En plus, ça s'est bien vendu. Et ça m'a prouvé que je pouvais encore faire ça et que c'était encore un format intéressant. J'arrête pas le high ticket parce que ça m'intéresse et parce qu'il y a un truc fondamental qui manque dans les petits produits, c'est le contact avec les clients.
Quand tu passes des années sans parler à un seul client, il y a un moment où tu te déconnectes forcément. Donc là, ça me permet d'être connecté au quotidien aux problèmes des gens. Mais pour moi, il n'y a pas un gagnant par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce que quand je me suis lancé, le high ticket, c'était aussi la norme. Hein. À l'époque, on appelait ça les lancements orchestrés, on vendait ça 2 000 euros. Quand même, n'oublie pas que tu es un enfant star. Donc, à chaque fois que tu feras un comeback, tu auras des gens pour t'accueillir. Mais pour quelqu'un qui vient de se lancer, c'est peut-être différent. Je vois beaucoup de gens galérer aussi avec le high ticket. Et d'ailleurs, le marché, on disait que le marché se resserrait, c'est vrai. Mais il se resserre autant avec les petits produits qu'avec le high ticket. Le high ticket n'est pas épargné. J'ai des amis qui font beaucoup de high ticket, qui sont spécialisés là-dedans, qui ont des problématiques similaires. Je pense vraiment que c'est une question de personnalité. En effet, en fait, si tu veux lancer, la difficulté avec les petits produits, c'est sur une chose, c'est si t'as pas de nouveauté fondamentale à apporter, si t'as pas un système propriétaire, si t'as pas une différence à apporter, bah en effet, t'es en concurrence avec ChatGPT, avec Claude, et t'étais déjà en concurrence il y a 5 ans avec toutes les formations à 10 euros de Udemy ou avec les tutos gratuits sur YouTube. Et ça a pas changé en fait. Donc, soit tu as une capacité d'innovation et de création de système qui est forte et les petits produits, c'est magique, soit ta force, c'est plus d'accompagner les gens. Et dans ce cas, l'accompagnement étiquette, c'est mieux parce que les gens n'achètent pas la même chose. Ils achètent un accompagnement, ils achètent le fait d'être guidés, d'être aidés, d'avoir un interlocuteur, alors qu'avec le étiquette, ils achètent un système tout fait qu'ils vont pouvoir implémenter ensuite chez eux. Mais l'IA te donnera pas ce système-là parce que l'IA va rarement innover spontanément. Il va falloir la guider très bien pour qu'elle innove. Et en fait, les gens n'ont pas forcément cette idée ou cette envie ou l'énergie, si tu veux, pour construire eux-mêmes leur système s'il y a d'autres gens qui les ont construits avant, se sont cassés les dents avant eux et ont pu faire le filtre. Comment tu vois du coup l'intégration de l'IA dans la formation? Est-ce que tu as testé des choses ou est-ce que justement toi qui es bien connecté à cet écosystème, il y a des trucs qui sont en train d'émerger? Je sais pas si t'as remarqué ça, mais genre moi, là ces 3 dernières semaines, il y a une sorte de psychose chez les entrepreneurs où genre tous les jours je reçois des newsletters d'entrepreneurs que je suis qui sont en mode, enfin déjà j'entendais plus parler d'eux depuis 6 semaines. Ils sont là à dire j'arrête mon offre, je change tout, changement de paradigme, l'IA va tout changer machin. Et en fait, je pense que c'est intéressant parce qu'on est dans une phase de transition. Beaucoup de gens pensent savoir où ça va aller exactement. Moi, je pense que c'est difficile de savoir exactement parce que quand il y a une nouvelle technologie de rupture qui arrive, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire comment est-ce que ça va me permettre de faire ce que je fais mieux et plus vite. Donc là, c'est ce que tout le monde fait avec les agents IA. Moi aussi. C'est super, on va plus vite, on arrive à en faire plus, à augmenter le niveau de qualité, etc. Mais la réalité d'une innovation de rupture comme ça, c'est souvent que ça change la nature même du produit. Quand l'électricité est arrivée, les gens se sont pas dit cool, on va pouvoir utiliser des ordinateurs. Ils se sont dit cool, je vais pouvoir brancher ma machine à vapeur sur un moteur électrique et ça va tourner un petit peu plus vite. Et en fait, là, on en est encore dans cette phase-là et on se rue dessus et c'est normal parce que c'est très excitant. Mais je pense que c'est important de ne pas tout changer maintenant dans notre business parce qu'on ne sait pas encore en quoi la nature de notre business va vraiment changer dans les 5, 10, 15 prochaines années, tu vois. Et donc, c'est un coup à perdre énormément de temps et d'énergie pour finalement devoir tout changer à la fin parce qu'en fait, c'était pas la bonne route, c'était pas la bonne direction. Et le problème, moi, que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs en ce moment avec la psychose de l'IA, c'est que ils sont dans une dynamique d'auto-sabotage où ils arrêtent leur offre. Ils ne postent plus, on les voit plus, ils n'écrivent plus. Parfois, leurs posts sont grossièrement écrits par IA, il y a des tirets longs partout et des structures de phrases qui puent l'IA. Et ils ont arrêté en fait de faire ce pourquoi les gens les aimaient et les gens les suivaient. Et ça, je pense que c'est dangereux. Même si je recommande à tout le monde de tester l'IA agentique, Claude Code, de créer ses propres systèmes, etc. Je dis aussi aux gens de faire attention parce que pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment ça va changer, comment ça va évoluer et quels seront les usages qui seront vraiment utiles à l'avenir. Et mine de rien, alors moi j'ai fait comme toi, j'ai mis un quiz qui marche super bien sur quel personal brand es-tu. Derrière c'est trop sympa parce que j'ai créé un peu de data vise. Donc tu peux voir, j'ai créé des segments aussi. Donc selon si tu es un homme, une femme, on te pousse des rôles modèles qui sont sympas et tout. Donc en fait le parcours, c'est vraiment un parcours de santé, c'est trop sympa. Mais ça pète tout le temps. Ça pète Ça tout pète le tout le temps, temps. mais j'ai trop laissé la main à Claude. J'ai des trucs pétés partout. J'ai des liens que j'ai la flemme de vérifier parce que l'IA m'a rendue tellement fainéante que maintenant je lui dis débug mon site et en fait il travaille tout seul sauf que il y a pas de vérification humaine donc il y a plein de nuances que lui il a pas. Et en fait aujourd'hui je suis en train de passer d'un framer où j'ai joué à l'apprenti sorcière à mon développeur qui m'a dit en fait arrête de toucher, arrête de jouer, tu vois, c'est un peu comme le shopping à 4 heures du matin. Moi je fais ça avec mon site, j'ai des grandes idées et en fait il est en train de tout me recoder en dur.
expression de boomer, mais en gros, il est en train de tout me recoder sur un site où je pourrais plus rien toucher. Donc, je suis d'accord avec toi que parfois, à vouloir aller trop vite, à effacer le tableau, moi, j'ai fait des grosses conneries aussi sur mon Substack. À un moment, je me suis dit, en fait, ça me plaît plus la mise en forme que j'ai fait. Et j'ai créé une routine, une tâche récurrente sur Claude. Et à chaque fois dans Cowork que je me connecte à Claude, il allait me remettre en forme 10 newsletters. Et en fait, j'ai rechangé d'avis et j'ai un peu massacré mon contenu, mais à valeur de, je sais pas, ça doit faire 3 ans que j'ai ma newsletter. Et j'ai regardé les trucs et en fait, je me suis dit, ah, c'est con, je l'ai un peu dénaturé. En fait, c'était mieux parce que c'était imparfait. Il y avait des fautes, il y avait des espaces en trop, mais c'était un peu plus profond. Et je me suis cassé la gueule sur autre chose aussi que je voulais te partager, sur comment est-ce qu'on intègre l'IA à la formation, parce que je voudrais qu'on donne aussi des pistes à ceux qui nous écoutent de, voilà, effectivement, on peut utiliser l'IA pour créer des nouveaux supports. Même si, attention, ça pète quand même. Donc, mettez en place aussi des routines de supervision. On peut l'utiliser dans le copywriting, mais à la rigueur, mettez un filtre. Vous faites un skill sur Claude, Humanizer, pour que ça enlève les tirets, les emojis, tous les trucs qui sont vraiment des repoussoirs à audience, des tue-l'amour. Et la troisième chose pour moi, c'est l'amener dans l'expérience. Tu en as un petit peu parlé, d'intégrer l'IA, en fait, pour justement faire un truc mieux avec, plutôt que moins bien. Et là où ça peut être un peu pertinent, c'est d'utiliser pour faire du coaching individuel. J'ai lancé un outil qui était fait à partir de tous mes contenus qui avaient été absorbés et qui s'appelait Ascaro. Je l'ai pas monétisé à part, heureusement, parce que je me serais fait vraiment hacher menu et je me suis fait dézinguer. C'est honnêtement, ça faisait 2 ou 3 ans que je m'étais pas tapé un bad buzz, alors toute proportion gardée. J'ai eu quand même un wall of shame sur LinkedIn d'un mec qui disait que j'incitais les gens à faire du consulting avec mon IA en leur vendant qu'en fait c'était moi, donc que j'étais un scam, tout ça, ce qui était vraiment évidemment pas du tout le cas, mais tu vois, ça a été mal compris. Et un autre mec que j'apprécie beaucoup et qui était dans une figure de l'infoprenariat que j'ai croisé à plein d'événements physiques et tout, et ça m'a fait un peu de peine parce qu'il a fait tout un reel sur moi avec ma tête et tout en disant ça y est, on s'est perdu, Caroline Mignot, regardez ce qu'elle fait au métier de coaching, elle a lancé une offre concurrente, elle dit que c'est aussi bien qu'un coach, et je me suis fait éclater la gueule avec ce produit. Moi, ce truc-là m'a pas fait gagner d'argent, m'a juste fait vraiment monter en désamour et à retourner plein de gens contre moi. Donc, c'est une opération vraiment éclatée au sol. Après, pour ta défense, tu disais aux gens que c'était de l'IA, alors que l'immense majorité Bien sûr. d'entrepreneurs aujourd'hui écrivent tous leurs emails avec l'IA et ils le disent pas. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et tu as eu le courage de faire quelque chose aussi de nouveau, de tester quelque chose. Et je pense qu'il y a des choses à faire autour de ça, tu vois. C'est pas du tout une mauvaise idée. La difficulté, c'est qu'on veut être honnête avec les gens et que parfois utiliser l'IA, ça te fait gagner un temps fou, mais ça te dénature aussi et tu sais pas si tu dois mettre ton nom à la fin ou pas. Moi, à un moment, j'ai fait des posts Instagram, par exemple. J'ai fait tous mes scripts de Reels que je générais par IA. Ça marchait bien, ça faisait des vues. Ça prenait pas tellement de temps de moins que ça, parce que souvent, fallait prompter à l'avance, puis fallait repasser derrière, corriger des trucs. Et puis, il y a aussi un problème qu'on a avec l'IA, c'est qu'on fait une surconfiance, je trouve, à l'IA, alors qu'on est beaucoup plus sévère avec nous-mêmes. Quand j'écris quelque chose, je vois immédiatement ce qui va pas, tu vois. Quand c'est l'IA qui me le montre, je me dis, en fait, ça va et tout. Et puis, je reviens 3 semaines plus tard, et je me dis, mais en fait, c'est de la merde, quoi. Et c'est plus difficile de le voir quand c'est l'IA qui le produit. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, les plus gros problèmes que j'ai eu, c'est que j'ai passé des semaines entières à vibe coder des trucs qui ont créé une dette technique, c'est-à-dire qui aujourd'hui doivent être maintenus, qui sont plus forcément utiles, qui sont sur 3 outils séparés parce que c'était avant d'avoir Claude Code, tu vois, donc il faut maintenant que j'importe sur Claude Code, ça me saoule, il y a plein de trucs qui sont cassés. Et en fait, je suis parti en vacances la semaine dernière et tous les soirs, j'ai dû me connecter à Claude Code parce qu'il y avait des trucs à réparer, des petits bidouilles à améliorer, et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire le boulot d'un développeur, alors que moi, à la base, j'étais un créateur, tu vois. Donc attention, en fait, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je demande à mon agent IA de se raccorder à des principes que je lui ai donnés, à des règles que je lui ai données. Par exemple, je lui ai donné une règle, c'est que l'IA doit me permettre de soustraire et pas d'ajouter. L'IA doit me permettre de réduire mon temps de travail et pas m'ajouter des nouvelles tâches dans le calendrier. Donc ça, c'est des choses où elle va me dire, ah non, attention, là, tu pars dans la mauvaise direction. Pas d'IA après 20 heures aussi, c'est une autre règle que je me suis mise. Parce que, en fait, c'est très addictif et je pense que pour les entrepreneurs, c'est vraiment du sucre, quoi. Parce que en fait, nous, on a plein d'idées et le problème qui nous manque souvent, c'est la tension entre l'idée et son exécution. Et en fait, l'IA permet de l'exécuter extrêmement vite et on se retrouve à exécuter plein d'idées en même temps, à se créer plein de nouveaux side projects en même temps, à s'éloigner de notre projet principal, à se disperser. Et c'est un danger, en fait, pour beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène aussi au point des charges.
le cauchemar de tout infopreneur. Il faut quand même pas mal s'entourer. En fait, on est seul, mais on n'est jamais vraiment seul parce qu'il faut travailler avec tout un tas de prestats et que dans ces cas-là, en fait, souvent, on est aussi dans la charge mentale de devoir gérer toute la maintenance de ces personnes-là, leurs questions, le taux de roulement et parfois c'est ingérable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des gens pour t'aider? Si oui, quel type de métier? Est-ce qu'il y en a certains que tu as remplacés par des IA? Alors j'ai remplacé personne, mais il y a des prestats, dont j'avais besoin, où j'ai finalement trouvé un système pour que l'IA le fasse, à leur place. Je travaille toujours avec un monteur vidéo, je travaille toujours avec une closeuse et pour le reste, mon support client, par exemple, je me suis séparé de la personne qui faisait mon support client avant de passer à l'IA. C'était pas pour but de passer à l'IA, mais c'était juste parce que, ça fonctionnait plus et je me suis retrouvé à devoir gérer mon support moi-même et ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de mal à gérer et en fait, maintenant, j'ai un petit email check qui tourne sur mon Claude Code tous les matins, qui trie mes mails, qui prépare des réponses, qui prépare des actions à partir de ça. Ça, c'est le genre d'utilisation de l'IA qui, pour moi, est beaucoup plus intéressante. Moi, quand l'IA est arrivée, on m'a dit elle va écrire à ta place. Ça m'enchantait pas, tu vois. Par contre, une IA qui fait mes factures, ça, c'est ce que je veux, en fait. Et là, avec l'IA agentique, on se rapproche de plus en plus de ça. Moi, ce que je vois avec l'IA agentique, c'est qu'on va être capable, et je pense que c'est le prochain move global du marketing, c'est d'aller vers de l'hyper-personnalisation. Et je sais que tu adores les thématiques Mm. de longévité parce qu'on en avait un petit peu parlé à la Maison des Créateurs quand on s'était vu. En fait, je vois que ce qui se passe là dans la santé, c'est-à-dire l'hyper-personnalisation des parcours de soins, mieux gérer en fait la centralisation des informations, créer un accompagnement holistique entre guillemets qui prend en charge différentes facettes de ta santé, je pense que ce truc-là va arriver très, très fort dans le contexte de l'infoprenariat, en tout cas de la formation en ligne, et qu'on va avoir un diagnostic ultra poussif de nos clients, là où pour l'instant, on fait encore des quiz. Je pense que dans pas longtemps, en fait, on va être capable de run avec des agents, de plugger nos agents chez nos clients, de leur dire, voilà, le diagnostic, il est tombé. Moi, je le fais déjà sur la marque personnelle et je me suis rendu compte déjà, ça me fait gagner vraiment énormément de temps. Deux, les clients, ils adorent parce que ce qu'on n'est pas capable de transmettre à l'oral, c'est les images. Tu vois, il y a plein de gens qui sont très visuels, moi y compris. En fait, parfois, avec un schéma ou avec des graphes, je me rends beaucoup plus compte et j'ai en plus la sensation que je passe un meilleur moment que quand je suis en train moi-même de créer les arborescences. Donc, je pense que sur le diagnostic, on va pouvoir envoyer des agents aller de façon très pointilleuse dans la réalité de notre client. Et je pense aussi que sur l'accompagnement, sans refaire le débâcle de Ask Caro, mais on sera capable d'avoir, c'est Aline Bartoli qu'en parlait aussi, elle a fait un excellent épisode de podcast sur le même sujet que nous, donc je le mettrai dans la description. Elle discutait du fait que aujourd'hui, le fait d'avoir des assistants IA, notamment dans les communautés, en fait, ça donne quand même l'impression aux gens, aux apprenants, qu'ils sont dans un parcours et qu'ils sont un peu accompagnés, même si t'es pas là. Est-ce que tu vois d'autres choses qui vont arriver avec les agents IA ou l'IA dans la formation, dans l'expérience? Alors, déjà 100% d'accord avec toi sur l'hyper-personnalisation. Je pense d'ailleurs que c'est probablement la meilleure utilisation qu'on puisse avoir avec nos clients, y compris en termes de marketing. Aujourd'hui, on travaille avec des avatars, on essaye de créer des mails qui correspondent le plus possible à la moyenne des gens qui nous suivent. Mais en fait, l'avenir, ce sera probablement d'avoir des systèmes où les gens, au lieu d'entrer juste leurs emails, ils entrent leur email, ils donnent quelques informations sur eux, leur business, leur métier, leurs objectifs, leurs problématiques, etc. Et après, à partir de là, ils vont recevoir des emails parfaitement personnalisés qui non seulement vont leur appeler par leur prénom, mais donc ça, on le fait déjà depuis 20 ans, mais en plus, qui vont leur adresser en fait notre message et notre produit exactement par rapport à leurs besoins. On peut même imaginer des pages de vente qui seront faites individuellement pour chaque personne. Et ça, je pense que ça va être, ça typiquement, ça peut être une des grosses utilisations qui n'existe pas encore vraiment, qui deviendra la norme dans 15 ou 20 ans, par exemple. Ah, mais sur l'acquisition, je te rejoins complètement. Il y a Hugo chez nous qui a mis en place déjà des landing pages qui sont interactives. Donc en fait, c'est un système auto-apprenant où à chaque fois que quelqu'un vient visiter la page agence personnelle, en fait, en fonction de là où il a posé ses yeux, ses actions, en fait, la page se rafraîchit en permanence. Et du coup, à la fin, on a des datas ultra pointues. Et je pense que tu as raison, le futur, ça va être, on va être capable d'adapter la sémantique. On a déjà un outil que j'adore qui s'appelle Crystal Knows. C'est une extension qui te permet, par rapport au profil LinkedIn de n'importe quelle personne, en fonction des traces sémantiques qui ont été laissées, donc les mots qu'elle utilise, les structures de ses phrases, de dégager un profil disque. Et là où c'est intéressant,
C'est que derrière, par exemple, quand tu es dans ta boîte mail, ça coûte 1 000 € par an, un truc comme ça, la licence. Mais derrière, quand tu es dans ta boîte mail, il va te suggérer en fait une tonalité en te disant « Attends, Antoine, c'est un rouge. Donc, il t'a intérêt à mettre l'information en premier. Tu lui noies pas le truc ou la question importante à la fin de l'email. Ah tiens, Alexia, c'est une jaune. En fait, mets un petit mot ultra chaleureux parce que elle, en fait, si tu arrives direct avec ta question, elle va mal le prendre. Et c'est ultra évolutif comme ça. À chaque fois que tu as un nouveau contact dans ta boîte mail ou que tu visites le profil de quelqu'un, moi, je l'utilisais vachement en consulting pour comprendre un peu. Je faisais des consultings en 30 minutes, je devais livrer un positionnement. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir ou d'apprendre à connaître la personne. Et ça m'aidait tout de suite à comprendre dans quel registre j'allais devoir aller pour lui faire accoucher le plus rapidement possible son positionnement. Donc, je pense que l'IA, avec l'agentique, va peut-être être capable demain d'écrire en temps réel exactement pour la personne qui est en face de toi. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est vrai que tu disais, mais pour la prospection, c'est déjà utilisable tel quel maintenant, et c'est vrai que ça change complètement la donne, je pense. Surtout que les gens donnent eux-mêmes des datas sur les réseaux sociaux toute la journée, quoi. À fond. Et la dernière chose qui va changer pour moi, ça va être la partie communautaire. Est-ce que tu as testé, toi, du coup, des modèles vraiment communautés? Alexia, chez qui je suis aujourd'hui, mon amie qui est aussi infopreneur, elle me disait, moi, ce qui cartonne chez moi, c'est les cohortes. Mais c'est hyper important pour elle. Elle me dit, je les mets dans des cohortes. Et derrière, ils ont accès toute leur vie à la formation en ligne, mais ça lui permet, en fait, de justement créer l'engagement, l'impulsion, la partie aussi referral, qui est très importante. Et avec les cours en ligne, c'est un enfer. C'est qu'en fait, les gens sont très, 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 très peu à recommander une formation en ligne. Par contre, quand tu les mets dans un workshop, dans un bootcamp, dans un endroit où ils sont ensemble, il y a un effet long tail naturel qui se crée. J'ai pas testé. Je sais que ça marche. Ça demande en fait un niveau d'énergie et de complexité que j'ai pas forcément envie de gérer. Tu vois, par exemple, mon accompagnement, évidemment, c'est du groupe. Il y a une communauté. Il y a des ateliers chaque semaine. J'ai choisi de faire de l'evergreen. Tu vois, je voulais pas avoir un système de lancement parce que un lancement, c'est beaucoup de stress. C'est pas routinier. C'est pas quelque chose que tu peux systématiser, améliorer petit à petit. Tu vois, c'est un événement. Et moi, j'aime pas trop les rushs comme ça. Ouais, donc c'est pas quelque chose que je fais. Et en fait, j'essaye de limiter au maximum la complexité de mon système. Je sais que c'est pas optimisé et que je pourrais probablement faire plus d'argent si j'avais pas cette obsession. Mais en même temps, j'aurais aussi l'esprit moins clair et je serais moins capable de créer autant de contenu et de trouver toutes ces idées. Donc c'est un arbitrage aussi à trouver entre est-ce que tu as plus un profil technique marketing où tu vas construire des systèmes marketing sophistiqués qu'il faudra quand même mettre à jour régulièrement et changer occasionnellement, ou est-ce que tu as un état d'esprit plus créatif artisan, et dans ce cas-là, c'est important quand même de te préserver du temps pour ça, quoi. C'était un super mot de la fin. Merci Antoine pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on a déjà un peu répondu à la question? Ouais, alors il y a deux choses. Ma newsletter Les Pépites, donc antoinebm.com, vous la trouverez. Et puis ma chaîne YouTube, je poste une vidéo par semaine. Merci Antoine, à bientôt, ciao ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.